Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers compatriotes. Un instant, je vais partager cette vidéo. On va voir. Nous voulons partager dans plusieurs groupes et nous allons également vous inviter à faire autant. D'inviter dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Question juste de faire passer le message. Ce n'est pas de la publicité, c'est juste un partage d'opinions, de points de vue. Et nous souhaiterions que notre point de vue soit connu de tous, sinon de plusieurs. Voilà pourquoi nous prenons ce petit temps pour partager dans les différents groupes. Donc, un instant, nous allons revenir sur notre publication, sur notre point de vue sur la situation qui prévaut au Congo-Brazzaville. Encore quelques secondes et nous allons commencer notre direct. Voilà qui est fait. Alors, mes chers amis, bonjour, bonsoir. Tout dépend du lieu de votre résidence. J'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui pour porter ma voix à celle des autres compatriotes qui ont dénoncé un certain nombre de faits qui se sont produits au Congo, qui sont des faits graves et qui sont répétitifs. C'est-à-dire que dans le passé, nous avons eu ces mêmes cas de meurtre de population, de jeunes Congolais. Et il faudrait que la communauté congolaise et la communauté internationale puissent être au courant, mais au courant de tout ce qui se trame, de tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Le 20 novembre de cette année, donc il y a à peine une dizaine de jours, les Congolais se sont réveillés avec la terrible nouvelle qui annonçait la mort de plusieurs dizaines de compatriotes. Des compatriotes qui étaient rassemblés autour d'un stade à qui on avait promis l'enrôlement dans les rangs des forces armées congolaises. Vous vous souvenez que dans l'un des discours, M. Sassou Nguesso, président illégitime et illégal du Congo-Brazzaville, imposteur, avait déclaré qu'il allait recruter au sein de la force publique près de 2 milliers de Congolais, plus d'1 millier de Congolais. Donc le nombre arrêté était de 1500 jeunes Congolais qui devaient être enrôlés dans l'armée. Ça, c'est le recrutement officiel. Vous savez que de façon non officielle, il y a des recrutements qui sont faits au sein des forces armées congolaises, la police ou la gendarmerie. Je vais vous donner un exemple de jeunes médecins formés à Cuba. L'un des groupes qui était rentré était obligé d'aller faire la formation militaire pour être intégré comme militaire, parce que le Congo n'a jamais eu le besoin
Pourtant, ils ont envoyé des gens se former à Cuba, mais ils n'ont jamais prévu un budget pour leur intégration dans un pays qui a tant besoin de personnel soignant. Donc, un groupe de jeunes Congolais formés à Cuba est rentré et ils ont été intégrés comme militaires. Et au Congo, chaque fois qu'il y a intégration à la fonction publique, c'est généralement des militaires qui sont intégrés. Les autres corps de métier, les enseignants, pourtant ils sont nombreux. Les enseignants vacataires, les enseignants volontaires, les enseignants au chômage, ils sont nombreux. Mais le Congo préfère recruter les militaires, renforcer le nombre du personnel dans les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, comme si notre pays était menacé par un pays voisin ou un pays étranger. Comme si au Congo, tout le monde devait être militaire, ou policier ou gendarme. Comme si être fonctionnaire encore, parce que nous allons revenir sur ça, était la meilleure des options pour les Congolais. Je voudrais vous donner quelques exemples en matière du nombre du personnel de la fonction publique dans certains pays. Les États-Unis ont une population de 250 millions d'habitants, sinon plus. Plus de 250 millions d'habitants. Le nombre de fonctionnaires aux États-Unis avoisine les 6 millions d'habitants. Vous voyez bien donc la population. 250 ou plus millions d'habitants pour une fonction publique de 6 millions d'habitants. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Ceux qui veulent faire des calculs, ceux qui connaissent les mathématiques, vous pouvez établir en ce moment le pourcentage. Sinon, le ratio de personnel de l'État public, de la fonction publique, par rapport au nombre de la population de ce pays. En France, la France a 66 millions d'habitants. La France a à peine 4 millions de fonctionnaires. Vous pouvez également établir le ratio de population et par rapport au nombre de fonctionnaires. L'Afrique du Sud, ma deuxième patrie, nous sommes à peine 62-63 millions d'habitants pour une fonction publique d'1 300 000 travailleurs. Mais à regarder ces chiffres, on a comme l'impression que les gens sont au chômage aux États-Unis, en France ou en Afrique du Sud, tels sont les pays que j'ai cités. Mais c'est parce que dans ces pays, le principal employeur, c'est le secteur privé. Le secteur privé emploie l'essentiel des cadres, sinon des travailleurs dans un pays. Un pays sérieux, un pays serein, c'est celui-là qui développe le secteur privé afin qu'il devienne le principal employeur. Un pays dont le principal employeur reste encore l'État est un pays pauvre, est un pays qui a encore des défis à relever. Donc un pays comme le nôtre. Je refuse de croire qu'il n'y a plus d'intelligence au Congo. Je refuse de croire qu'il n'y ait pas de gens aujourd'hui qui puissent se lever contre les mauvaises pratiques de gestion de la chose publique. Déjà au Congo, le nombre de fonctionnaires n'est pas connu. Mais il n'est pas connu pourquoi? Parce que l'homme politique ou les hommes politiques ne veulent pas faire connaître ce chiffre, ce nombre
on reste la population ou les institutions qui travaillent avec l'économie. On garde les chiffres dans l'opacité totale pour se donner une marge pour faire de la fraude. Et entretenir son ventre ou son bas-ventre. Nous savons qu'il y a à l'étranger des Congolais qui y vivent, qui sont installés définitivement, mais qui perçoivent le traitement de fonctionnaires du côté du Congo-Brazzaville. J'ai reçu personnellement l'information selon laquelle il y aurait un certain docteur Dieudonné Ngoma qui est employé par l'État congolais, qui est affecté par l'État congolais et qui perçoit un salaire. Alors que Dieudonné Ngoma est à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il travaille de ce côté-ci. Mais malgré les contrôles qui ont été effectués, semble-t-il, au niveau de la fonction publique congolaise, on n'a jamais mis la main sur ce Dieudonné Ngoma fictif qui perçoit un salaire se passant pour le vrai médecin Dieudonné Ngoma que je suis. Les exemples sont légion. Beaucoup de nos compatriotes d'ailleurs qui sont à l'étranger, ceux qui ont endossé la fonction publique ont été recrutés, parfois à leur insu. Il y en a qui ont quitté la fonction publique, qui sont donc installés à Paris ou ailleurs, et donc le salaire a été rétabli, mais seulement le salaire tombe dans les mains des faussaires. À la présidence de la République du Congo-Brazzaville, nous avons appris qu'il y a des dirigeants, des cadres qui entretiennent des travailleurs fictifs. Puisque le paiement au Congo est fait à la main, ils vont donc au trésor pour prendre la paye de ce personnel et ils ramènent cela à la maison, chez eux. Parce qu'on ne peut pas payer des gens qui n'existent pas. Et les gens préfèrent se faire des poches, se bourrer des poches avec l'argent supposément payé au personnel qui sont des fictifs. J'ai aussi le regret de savoir que dans mon pays, le Congo-Brazzaville, le principal employeur reste toujours l'État. Et j'en veux pour preuve le nombre qui ont été balancés sur Facebook, le nombre de jeunes qui sont des candidats, ceux qui ont fait acte de candidature pour être enrôlés comme militaires. On parle d'un chiffre de 52 000 personnes. Il y en a peut-être plus. Mais quand vous prenez 52 000 personnes pour un pays de 5 millions d'habitants, et sachant que la tranche d'âge qui est concernée, c'est entre 18 et 25 ans. Donc vous avez plus de 52 000 Congolais dont la tranche d'âge varie entre 18 et 25 ans qui sont au chômage. Parce que les 52 000 candidats, ceux qui ont voulu s'enrôler pour devenir militaires au Congo-Brazzaville, s'ils avaient des emplois ailleurs, ils ne feraient pas acte de candidature. C'est ce qui est plus logique. Ça veut dire que un grand pourcentage des jeunes Congolais sont à la disposition de leurs parents, sinon ils sont abandonnés à eux-mêmes, à leur triste sort. Nous avons eu le regret de constater parmi ces candidats des gens qui avaient des diplômes de licence en droit, de licenciés en droit, en licenciés en économie et autres. Donc des diplômés sans emploi. Et nous savons aussi, et nous constatons avec beaucoup de tristesse,
que la majeure partie des jeunes envoyés à Cuba qui sont rentrés sont encore au chômage, hormis ceux qui ont été enrôlés dans l'armée. Les autres sont au chômage. Il y a encore un groupe qui est resté à La Havane, qui devait rentrer depuis la fin du mois de septembre. Ils sont toujours à Cuba, en attente d'un billet pour rentrer à Brazzaville. Ceux-là aussi vont certainement s'ajouter au nombre de personnes qui peut-être auront la chance de se faire enrôler dans l'armée. Sinon, ils deviendront des instructeurs de salsa comme leurs aînés. Des gens qui ont été formés, des gens qui ont appris des métiers, mais qui ne travaillent pas. Alors que le temps n'est pas en crise, le pays n'est pas en crise. Quand nous regardons les prix du pétrole, quand nous regardons les prévisions qui ont été faites, budgétaires dans notre pays, le Congo peut encore créer des opportunités d'emploi pour ces jeunes. Nous ne disons pas que tout le monde doit être fonctionnaire. Nous n'encourageons pas cela. Je vous ai donné des exemples de pays qui ont pour principal employeur le secteur privé. C'est ce que nous devions faire chez nous au Congo-Brazzaville. Créer des conditions pour que le secteur privé soit le principal employeur au Congo. Que ce ne soit plus l'État. Et nous avons des moyens pour le faire. Nous avons des Congolais à l'étranger, même y compris au Congo, qui sont capables d'entreprendre, qui sont capables de créer de la richesse, qui sont capables de créer des emplois pour absorber toute cette couche juvénile qui est devenue, pour reprendre un terme propre à un aîné du PCT, cette couche juvénile devient le bétail électoral du PCT. Parmi les 52 000 qui se sont inscrits sur des listes pour devenir militaires, ce sont les mêmes qui chantent au Tchombe, qui chantent la gloire, qui vénèrent Sassou Nguesso et le PCT, qui reçoivent des marinières ou des t-shirts avec un petit billet de banque lors des différents simulacres d'élections qui sont organisés au Congo-Brazzaville. Et le PCT et Sassou Nguesso le fait à dessein. À dessein, pourquoi? Parce que si ces jeunes trouvent un emploi, si ces jeunes deviennent responsables de famille, si ces jeunes peuvent s'occuper d'eux-mêmes, ils ne suivront plus l'homme politique pour aller demander un morceau de pain ou pour aller demander un billet de banque. Donc, on crée des conditions de disette, on crée des conditions de misère, on refuse de partager parce que la constitution du pays veut que les ressources du pays soient partagées entre tous les citoyens du pays. Or, les imposteurs qui sont au pouvoir au Congo se sont accaparés de la richesse nationale, qui en ont fait leur bien privé. Et de temps en temps, entretiennent des petits groupuscules à qui ils donnent des miettes, des petites pièces de monnaie, pour leur faire jouer des rôles dégradants. Parce que c'est le PCT qui a créé les bébés noirs.
Parce qu'en 1992, c'est le PCT qui avait créé la première milice au Congo-Brazzaville, la milice des Cobras. C'est le PCT qui fait jouer ces petits rôles aux citoyens congolais. Il y a encore des gens de ma promotion, donc cinquantaine ou même plus, qui attendent encore à Brazzaville d'être intégrés dans la fonction publique. 50 ans. Alors que dans d'autres pays, à 50 ans, on regarde désormais vers la retraite. Ce que l'on va faire quand on sera retraité. Au Congo-Brazzaville, il y a encore des gens de cet âge, de mon âge, qui attendent d'être intégrés maintenant à la fonction publique. Pour cotiser pendant combien de temps? Pour cotiser quel montant? Et pour attendre quoi à la retraite? Je disais que nous avons un État égoïste, nous avons des dirigeants égoïstes, oui, il faut le dire, qui préfèrent aller cacher l'argent public dans les paradis fiscaux, qui préfèrent aller faire des investissements de folie dans d'autres pays, plutôt que de faire circuler la monnaie sur le territoire national, plutôt que d'accompagner des jeunes Congolais ou des adultes Congolais qui veulent bien entreprendre ou qui veulent bien se former dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons des voyous à la tête de l'État. Nous avons des irresponsables à la tête de notre État. Parce que rien que par souci de, je ne dirais pas humanitaire, mais en tant que citoyen, l'on ne devait pas se contenter d'aller au lit avec un ventre plein pendant que le voisin à côté, l'enfant du voisin à côté, crie de faim. Nous n'avons encore rien compris. Même ceux qui se disent être francs-maçons. Je ne suis pas un adepte à cette secte. Mais je lis de temps en temps les écrits sur la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est faite des hommes et des femmes qui prônent, qui respectent les valeurs humaines, les valeurs de solidarité humaine, qui prônent les valeurs de partage. Mais chez nous, ceux qui se disent des francs-maçons sont des gens méchants, sont des gens égoïstes, et sont des gens qui n'ont pas de vision pour notre pays. Nous avons donc de l'argent dans notre pays, mais il se trouve que l'argent est entre les mains des idiots, des gens méchants qui ne veulent et qui ne peuvent rien entreprendre et qui ne veulent et qui ne peuvent rien faire pour notre pays. D'où notre appel au soulèvement. Oui, parce que ceux qui ont perdu leurs enfants au stade d'Ornano, celles qui ont perdu leurs enfants au stade d'Ornano, et ceux et celles qui ont perdu leurs enfants dans les différentes situations de crise au Congo-Brazzaville, créées et entretenues par le PCT et Sassou Nguesso et sa famille,
toutes ces personnes, le sang de tous ces enfants qui est coulé, plutôt, demande une forme de justice. Et aujourd'hui, demander le départ de Denis Sassou Nguesso, c'est une forme de justice. Même si ça peut être partiel. Mais déjà le départ de Sassou Nguesso, le renversement du régime de Sassou Nguesso, constituera un début de soulagement pour les populations du Congo-Brazzaville. Nous avons de l'argent, beaucoup d'argent dans notre pays. Mais l'argent aux mains d'un idiot n'a aucune valeur. L'argent généralement aux mains d'un idiot ne peut se multiplier. Parce qu'il faut avoir un cerveau. Il faut avoir une idée. Il faut avoir une vision. Or, vous trouverez parmi les collaborateurs de M. Sassou Nguesso des gens qui vous disent qu'ils n'ont pas de vision. Ils refusent carrément. Ils disent, moi je n'ai pas de vision. C'est Sassou qui a la vision. Je suis là pour accompagner Sassou dans l'accomplissement de sa vision. Or, il se trouve que Sassou n'a pas de vision non plus. Donc ils sont là, ils font le surplace, on prend l'argent de l'État, on crée des commissions ad hoc ou je ne sais pas, des task force, comme ils en ont créé pendant la Covid. C'est en ce moment-là une occasion pour se partager le butin, l'argent volé au trésor public, on se le partage pour n'apporter aucune solution. Et pour enrichir les dignitaires. Ceux qui ont perdu les maisons le 4 mars 2012, ils sont encore dans la nature. Ils passent encore des nuits à la belle étoile, au Congo-Brazzaville. Alors qu'il y a des logements qui ont été créés, construits, au camp Clairon, à Ouenzé, à Mpila, qui devaient abriter ces populations. Mais on préfère garder ces maisons vides et laisser les Congolais qui ont perdu leur bien passer des nuits à la belle étoile, complètement abandonnés. Parce qu'en 2012, qu'est-ce qu'on leur avait proposé? 3 millions de francs CFA à chaque famille qui avait perdu un habitat. Maintenant, pour ceux qui ont perdu la vie des enfants, la vie d'un jeune Congolais vaut 5 millions de francs CFA. On a donné 5 millions de francs, ou on va donner 5 millions de francs CFA à chaque famille qui a perdu un enfant. Et en récompense, on prendra un enfant de chaque famille, dans chaque famille éplorée, et qu'on fera un soldat. Voilà la solution de Sassou. Voilà les mesures prises par la task force, mise en place au lendemain de l'accident du stade Ornano. 5 000 francs CFA qu'on va donner à chaque famille pour avoir perdu un enfant, pour avoir perdu des licenciés en droit, en économie. On vous remet 5 millions et puis c'est réglé, c'est fini, il n'y a plus de réclamation à faire. Donc les 5 millions, ça va servir à quoi? À organiser les obsèques. Déjà ça coûte un cercueil, déjà c'est presque dans le million. Organiser les veillées, tout ça là, c'est peut-être dans les 2-3 millions. Et à la fin, vous allez faire une collation avec les amis, les membres de la famille. Et exactement les 5 millions seront absorbés par les activités centrées autour de cet événement. Voilà comment les 5 millions Voilà comment les 5 millions seront utilisés et comment ils ont calculé cela.
plutôt que de regarder comment soulager ces populations sur le moyen et sur le long terme. On donne 5 millions et puis c'est fini, c'est réglé. Il n'y a plus rien à demander. Il n'y a plus rien à réclamer. Je disais que le Congo a de l'argent. Oui, ma soeur Makila Mabé. Cet argent va créer des problèmes dans la famille parce que les Congolais pensent que 5 millions c'est beaucoup d'argent. Mais même 1 million, ils trouvent que c'est beaucoup d'argent. Alors qu'un cercueil coûte presque déjà 1 million à Brazzaville. Hein. Parce qu'à l'intérieur du pays, à Sibiti, à Nkaï, le cercueil est déjà de 300 000, 400 000. Et à Brazzaville, il va certainement coûter un peu plus cher que ça. Alors, nous critiquons le pouvoir depuis toujours, mais nous faisons aussi des propositions. Pas pour le pouvoir, mais pour les compatriotes qui nous suivent. Pour leur dire de ne pas toujours penser à la fonction publique. De ne pas toujours penser que la meilleure des manières ou des façons de sortir de la crise ou de l'état de pauvreté ou de chômage, c'est d'être en ville. Dans les villes, il n'y a rien. Dans les villes, il n'y a absolument rien. Mais en campagne, en zone rurale, vous pouvez entreprendre. C'est vrai qu'en ville, vous pouvez peut-être essayer aussi d'entreprendre. Mais au village, si vous mettez à entreprendre, vous avez beaucoup plus de chances, au moins ne fût-ce que de manger tous les jours. Si vous allez faire l'élevage de porc, vous allez faire l'élevage de volailles, vous allez faire l'élevage des bœufs, si vous allez cultiver le manioc, le maïs, les fruits, vous pouvez vous en sortir. Avec des moyens parfois dérisoires. Parce qu'il y en a au Congo, des gens qui sont devenus riches en commençant très petits, avec pratiquement rien du tout. Sétienne n'était pas quelqu'un qui était riche et qui a multiplié sa richesse. Sétienne, c'est quelqu'un qui a commencé en vendant les bonbons, les biscuits, et qui a épargné, et qui a investi dans d'autres secteurs, et qui est devenu Sétienne qu'on avait connu. Et Bina n'a jamais hérité une fortune. Et Bina avait commencé aussi petit. Il avait un vélo, et Bina, selon ce qu'on nous dit, il avait un vélo et il faisait son village, je ne sais pas si Djambala ou le Cana, et Brazzaville sur son vélo. Il partait prendre des produits à Djambala ou à Lekana et qu'il venait revendre à Brazzaville, à vélo. C'est comme ça que Ebina a commencé à avoir de l'argent jusqu'à créer le cinéma Ebina sur la voie principale de Wenze. L'avenue des Trois Martyrs, du côté de Wenze. Vers les tendances là-bas. Le cinéma Ebina. Ebina n'était rien du tout. Je peux vous citer encore des gens comme les Niki Niki, père son âme. Niki Niki n'a jamais été un héritier d'une fortune quelconque. Il a commencé petit, jusqu'à avoir un hôtel ou des restaurants à Pointe-Noire, avoir des biens immobiliers à Pointe-Noire. Il est devenu un grand nom. L'Embouyu Georges.
personnels, ils n'ont jamais connu des dirigeants politiques. Ils sont nombreux comme ça. Des hommes qui devaient nous inspirer aujourd'hui. Oh, c'était Jonas. Bon, peut-être que vous trouverez des acquaintances avec des hommes politiques, mais oh, c'était Jonas, c'était quand même un homme d'affaires. Pierre Otombongo. Même si on peut lui trouver des acquaintances avec des hommes politiques, mais il y avait au moins un esprit d'entrepreneuriat en eux. Même si c'était dérisoire, même si ce n'était pas de façon grandiose, mais ils entreprenaient quand même. Et aujourd'hui, le Congolais, le jeune Congolais, ce que nous voyons sur Internet, c'est qu'ils veulent soit devenir homme politique, député, conseiller, ministre ou président. Parce que pour eux, ils se disent, la voie de la richesse, la voie de la réussite, c'est de la politique. Moi, je fais de la politique pour dénoncer ce qui se passe dans mon pays. Mais je n'ai pas l'intention d'en faire une carrière. Parce que je sais aujourd'hui, c'est peut-être un avantage que moi j'ai, le fait de rester longtemps à l'étranger, le fait de côtoyer des gens qui font des affaires, le fait d'avoir un avantage par rapport au métier que j'exerce. Et ce que j'ai pu avoir, je sais que demain, je me lancerai dans une activité économique au pays. Et je le dis sans vouloir offenser qui que ce soit, que je n'aurais pas besoin des moyens de l'État pour le faire. Je n'aurais pas besoin du soutien de qui que ce soit pour le faire. Parce que je me suis préparé en conséquence. Et parce que je sais aussi qu'on n'a pas besoin de gros moyens pour faire. Si je vais chez moi, à Sibiti, à Mayeye, ou je ne sais pas, ou à Itumbi, ou à Evo, ou à Chikampika, ou à Dongu, ou à Pointe-Noire. Je sais qu'aujourd'hui, initier une ferme avicole, je n'aurai pas besoin de 50 millions de francs CFA. Pour produire la viande de volaille, pour produire les œufs, ou pour produire les pastèques ou les oranges, je n'ai pas besoin de 100 millions de francs CFA. Et les jeunes Congolais aujourd'hui doivent comprendre que il faut quitter les zones urbaines pour les zones rurales. C'est mieux quand on n'y trouve rien à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Belize. Parce que vous pouvez creuser quelque part, créer un petit étang et faire du tilapia, faire du poisson. Bouya Jean-Jacques produit du poisson. Chez lui à Chikampika. Pourtant, il peut faire autre chose. Lui qui a beaucoup d'argent. Mais il a compris quand même que c'est un secteur qui peut être porteur. C'est un secteur qui peut lui permettre d'employer des gens de son village. Et c'est ce qu'il fait. Et nous, c'est ce que nous devons faire. Aller dans nos villages et produire. Produire, produire et produire davantage. Je peux vous dire aujourd'hui, chez nous ici à Johannesburg, il fait presque 36 degrés de température. Notre terre ici n'est pas aussi fertile comme la terre de chez nous à Brazzaville. L'aliment de base d'ici, c'est le foufou de maïs. Dites-moi, depuis le mois d'octobre, nous attendons des pluies ici à Johannesburg. Il ne pleut pratiquement pas.
il ne pleut pratiquement pas. Mais pourtant, il faut manger ce maïs. Un pays comme le Botswana, à côté de chez nous ici, qui est quasiment dans le désert du Sahara, le Kalahari, pardon, la Namibie, le Zimbabwe, le Botswana, je cite déjà le Botswana, notamment ces pays, le Malawi, la Zambie, l'aliment de base dans tous ces pays-là, c'est le maïs. Si nous produisons suffisamment de maïs chez nous au Congo-Brazzaville, il y a ici en Afrique australe, dans tous ces pays que je viens de citer, il y a toujours un besoin. Et nous pouvons écouler notre maïs de ce côté-ci. Nous parlons d'un marché de 200 millions d'habitants, sinon plus. Même s'il y a une production au Mozambique, il y a une production en Zambie ou au Malawi, elle n'est pas suffisante. Parce que je dis que ici, c'est un marché de 200 millions d'habitants. Il ne pleut pratiquement pas ici, surtout en Namibie et au Botswana. Ici, depuis 2 mois, nous attendons les pluies. Il ne pleut pas aujourd'hui là. On est presque à 36 degrés à l'ombre. Et si nous produisons chez nous, forcément, nous allons nous d'abord, nous-mêmes, trouver une opportunité pour nous alimenter, pour nous nourrir nous-mêmes, pour avoir au moins droit à 3 repas par jour, comme dans d'autres pays. Et parce que nous pouvons en ce moment-là écouler notre maïs de ce côté-ci. Quand je vois le Congo, quand je vois la carte du Congo, c'est vrai que je n'y habite pas, il y a longtemps que j'ai quitté le pays, plus de 25 ans, mais j'ai encore des notions de la géographie du Congo-Brazzaville. Je sais qu'une bonne partie du Niari, une bonne partie de la Bouenza, pratiquement tout le département du Pôle, vous avez les plateaux, vous avez la cuvette, une partie même de la cuvette ouest. C'est des zones de savane. C'est des zones qui sont propices pour faire l'agriculture. Parce que pour ne pas rentrer en conflit avec les écologistes, qui ne voudraient pas qu'on détruise les forêts, mais les forêts, les nôtres, nous pouvons les préserver. Au lieu d'aller couper les arbres dans le Koumou, dans le Niari forestier, ou dans la cuvette ouest, la Songa ou la Likwala, mais cette zone dont je vous ai parlé, qui va de pratiquement Makwa, vous descendez jusque dans le Poul et vous arrangez par la Bouenza et une partie du Niari. Vous avez toute cette zone-là pour faire l'agriculture, pour produire des pastèques, pour produire des litchis, pour produire des oranges, pour produire de la viande, pour produire du riz, pour produire de la pomme de terre, pour produire de la banane, pour produire tout au Congo-Brazzaville. Et ce sont des zones qui sont bien irriguées, c'est-à-dire que nous avons des fleuves dans toutes ces régions. Vous vous souvenez encore de la géographie, les affluents du fleuve Congo-Brazzaville. Vous commencez de la Likwala Mosaka, Likwala Ozer, vous avez la Lima, vous avez la Nkeni, vous descendez, vous avez la Lefini, et ainsi de suite, vous avez le Djoué, le Foulakari, partout. Donc il y a de l'eau. Et il pleut abondamment chez nous. Le sol lui-même, il est déjà fertile, il est riche. On n'a pas besoin d'y mettre des engrais. Quand je dis aux gens que moi, une fois que je rentrerai au pays, je deviendrai un milliardaire, il y a des gens qui rigolent. Mais parce que je sais ce que je veux faire. Mais je ne le ferai pas pour moi. Je ne le ferai pas seulement pour ma famille. Mais je le ferai avec des Congolais. De tous bords, je pourrai aller m'installer où je veux, où je souhaiterai.
pour faire des choses, pour produire de la nourriture, pour transformer de la nourriture et au passage créer des emplois pour les Congolais. Je dis que l'argent, au Congo, il y en a, mais l'argent est aux mains des idiots. Je pèse bien mes mots. Parce qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, une ville comme Owando, qui est restée encore comme au stade de village, nous pouvons faire en sorte que Owando devienne une grande ville. Nous pouvons faire que Evo devienne une grande ville. Nous pouvons faire que Boudji devienne une grande ville. Et comment faisons? Ben c'est simple. Comment Kayi est devenue une ville? Comment Turin, en Italie, est devenue une ville? Parce qu'on y a implanté des usines. On a créé une grande activité économique dans la région, ou dans la ville, ou dans le village, et qui a fait que ça devienne une ville. Le Qatar, Doha, Dubaï, c'était des villages de pêcheurs. C'était des villages de pêcheurs, il n'y avait rien là-bas. Les gens partaient acheter du poisson là-bas. Regardez ce que devient le Qatar, regardez ce que devient Dubaï. Mais pour revenir à la réalité du Congo-Brazzaville, le Kayi, si vous enlevez l'usine de la MAB ou de Saris en Kayi, ben Kayi devient comme Bokosongo, comme Mayeye, comme Itumbi, comme tous les autres villages du Congo-Brazzaville. Mais à Owando, nous pouvons par exemple aujourd'hui installer une deuxième usine de production de sucre. Les gens pensent que la production d'un Kayi est suffisante pour fournir le pays entier. Mais il faut penser aussi à l'exportation. Aujourd'hui, si nous implantons une deuxième usine de production de sucre au Congo, à Bunji, à Evo ou à Owando, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens de toutes les localités du Congo vont aller à Owando pour travailler dans l'usine de sucre. Mais puisqu'ils vont habiter à Owando, ils vont construire des maisons tout autour. Bonjour Charlène, j'attends ton direct ce soir. Je sais que tu reviendras sur les causes de l'accident de Onano. J'attends, on va partager. Donc, voilà ce qu'on peut faire à Owando. Si vous avez une unité de production, une usine de fabrication de sucre à Owando, et si vous faites aussi des biocarburants à Owando, puisque il y a le bioéthanol en France, il y en a partout dans tous les pays. Donc on parle aujourd'hui des énergies. On parle des énergies renouvelables, on parle des énergies vertes. Mais avec la canne à sucre, on peut faire du bioéthanol. Est-ce qu'il n'est pas mieux de produire du bioéthanol que de prendre tout ce que nous prenons en offshore au large de Pointe-Noire? Je ne suis pas un expert en énergie, mais je vois ici beaucoup de gens que je salue au passage. Armand Osengue, El Cubano. Voilà, vous me dites, est-ce que ce serait mauvais qu'on produise par exemple du bioéthanol à Owando, ou à Bunji, ou à Evo, ou à Betou, par exemple, avec la canne à sucre? Est-ce qu'aujourd'hui, si nous disons que dans 3 ou 4 localités de notre pays, on va mettre des usines pour transformer la pomme de terre, une minoterie, donc on fait la farine de pommes de terre à Gamboma ou à Djambala par exemple, et on met une autre par exemple, je ne sais pas, à Abala ou à Sumuna. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre une grande société, une grande usine de fabrication du manioc, pour que nous ayons du manioc propre?
À Mayama, par exemple. Et à Bunji, parce que je parle de Bunji en matière de manioc, parce que j'ai vu le manioc de Bunji, j'ai vu le foufou qui est produit à Bunji. Il y a quelqu'un qui fait le foufou de Bunji. Un foufou bien propre, blanc. Mais si nous mettons une grande usine, et si nous créons des capacités pour produire, parce qu'il faut beaucoup produire. Or, avec le manioc, vous avez de l'alcool aussi, qu'il faut faire de l'alcool. Avec du manioc, l'amidon. Voyez-vous? Mais ce manioc aussi peut servir d'aliment de bétail. Le porc mange n'importe quoi. Le porc, le ngoulou, il mange n'importe quoi. Mais si nous produisons suffisamment de manioc, nous pouvons nourrir nos porcs au manioc. Si nous mettons des usines, des unités de production dans les différentes localités du pays, il faut déconcentrer, il faut sortir de Pointe-Noire, il faut sortir de Brazzaville, il faut sortir de Belize. Il faut aller faire ça ailleurs. Et Nkaï, qu'est-ce qui a fait Nkaï? C'est Saris. Et si nous reproduisons ce qu'on a fait à Nkaï, à Owando, à Itumbi, à Makwa, à Sumuna, ou à, je sais pas, à Mayoko, nous allons produire aussi un peu la population dans les principales villes de notre pays. Parce que les jeunes qui sont dans ces villes, ne trouvant pas d'emploi, sont obligés de devenir bébés noirs sans l'appui des hommes politiques. Mais s'ils se rendent eux-mêmes utiles en produisant quelque part et en trouvant en ce moment l'occasion de former leur foyer, ils ne vont plus faire cela. Ils ne vont plus faire recours au banditisme. Créer des entreprises dans l'arrière-pays, c'est même ça la vision. Je parlais de Turin, j'ai parlé de Nkaï, mais je parle de Turin. Turin était un petit village en Italie. Les propriétaires de Fiat, je sais pas, la famille, j'ai oublié le nom, ont installé à Turin une usine de fabrication de véhicules automobiles, une usine automobile qu'on appelle la Fiat, qui est basée à Turin. Et c'est ça qui a fait que les Italiens convergent vers cette ville, vers ce village qui est devenu une grande ville, avec un grand club de football et ainsi de suite, qui est devenu une des principales villes de l'Italie. Mais qu'est-ce qui fait la vie? Qu'est-ce qui faisait la vie à l'époque à Turin? C'est l'industrie Fiat, l'automobile. Mais nous pouvons aussi aller faire le montage, pas seulement de tracteurs comme on fait à Maluku, comme on veut le faire à Maluku. Mais aujourd'hui, on peut négocier avec, par exemple, la société Kia Motors. On peut négocier avec Toyota Motors. On peut négocier avec des grandes firmes comme le Hyundai. On peut mettre en place une structure qui permette le montage des voitures Hyundai ou Kia Motors chez nous au Congo-Brazzaville, à Ifondo par exemple. Et qu'est-ce que vous allez constater en ce moment? Beaucoup de gens vont quitter Pointe-Noire et Brazzaville pour aller à Ifondo pour travailler. Et Ifondo deviendra une grande ville parce que les gens voudront construire et vivre dans de bonnes conditions. C'est ça le développement d'un pays. Quand on a la vision, c'est ça. Ce n'est pas toujours penser, bon, on va faire à Pointe-Noire, à Brazzaville. Dès que tu as un peu d'argent, bon, un petit salon de coiffure, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Et le reste du Congo, qu'est-ce qu'on en fait? Regardez la zone tout autour de Brazzaville. Brazzaville avec ses près de 2 millions d'habitants. Mais qui fournit Brazzaville? C'est Kinshasa. Mais pourquoi Kinshasa? Alors que nous avons la route Brazzaville-Mayama. Nous avons la route Brazzaville-Boko. Si vous faites votre tomate à Boko,
Vous êtes à 1h30 de Brazzaville. Hein? Quand vous faites votre... cultiver la tomate, quand il y a la période de la récolte, la tomate, vous mettez dans votre camion, 1h30 après, vous êtes à Brazzaville, vous êtes au marché total. 2 heures, vous êtes à Bouemba. Vous faites couler votre tomate. Si vous faites la culture de litchi, un bon fruit qui pousse bien dans cette zone, la zone de Boko, Boko-Songo, dans le sud de la Bouenza, toute cette zone-là, les litchis poussent bien là-bas. Si vous produisez le litchi, comme je vous ai dit encore, Boko, Brazzaville, c'est à côté. Et donc, cette zone, le Poul, toute cette zone qui est comme le cou autour de la ville de Brazzaville, c'est là que vous allez faire de l'argent. L'agriculture qu'il faut de vous. Mais c'est là d'abord. Parce qu'il n'y a pas que Brazzaville. Si vous produisez suffisamment, vous avez donc le marché de Brazzaville, mais vous avez aussi à Kinshasa, qui a ces 10 millions d'habitants là-bas, ou plus de 10 millions d'habitants, qui ont aussi besoin de manger, qui ont besoin de boire. Si vous faites le manioc à Sumuna, à Mayama, à Vinza, c'est à côté de Brazzaville. Si vous faites le maïs, c'est à côté de Brazzaville. Et qui dit Brazzaville, dit Kinshasa, c'est à côté aussi. Il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement de choses à faire. C'est vraiment regrettable de voir qu'une frange de compatriotes, encore compatriotes entre guillemets, parce que celui qui aime le Congo ne ferait pas ce qu'ils font subir à d'autres Congolais. Il y a quelque temps, nous pensions que bon, c'était le tribalisme. C'est vrai que le tribalisme est le cheval de bataille de Denis Sassou Nguesso. Nous croyons à l'époque, ou moi je croyais, que la partie nord du Congo était en train de se développer. Je croyais qu'il y avait des usines, des unités de production dans le nord du Congo. Parce que quand Sassou prend le pouvoir, c'était dans ce but-là. De diviser le nord et le sud, le Congo en nord et en sud. Donner plus de préférence, donner plus de chance aux Congolais du nord ou aux populations du nord du pays pour qu'ils s'émancipent, qu'il y ait plus de développement là-bas que dans le parti sud du pays. Or, il n'y a pas de développement au nord. Il n'y a aucune usine au nord du Congo-Brazzaville. Et ça, pour des gens qui ont voyagé, Charlène le dira certainement, même se dira si c'est aujourd'hui ou demain, il fait souvent le direct le week-end, il vous le dira. Il n'y a rien au nord du Congo-Brazzaville. Rien, nada, zéro. Même la route est impraticable. Pour faire Makwa jusqu'à comment vous appelez, à Ifundo, vous avez 4 jours à faire en voiture. Il faut un véhicule 4x4 pour faire Makwa et Ifundo, c'est 4 jours. Un tronçon de plus de 300 km. 300 ou 400 km. Vous le faites en 4 jours. Donc, on a fait la guerre, on a créé des Katangais, on a tenu pour les militaires, je sais d'où pour prendre le pouvoir, mais pour donner quoi? Même au nord, il n'y a rien du tout au nord. À Evo, ceux qui travaillent là-bas, c'est peut-être des fonctionnaires de l'État, il n'y a rien à Evo. À Oyo, il n'y a rien à Oyo. À Oyo, ils ont mis quoi? Ils ont mis leur hôtel, je ne sais pas comment on appelle, hôtel à Lima. Bon, ils ont mis, il y a quelques routes bitumées à Oyo. Il y a quoi à Oyo? Il n'y a rien. Il y a la misère à Oyo. Il y a la misère à Oyo. Pourtant, le président est d'Oyo. Les principaux cadres qui tiennent
la petite industrie qu'il y a au Congo, les petites unités de production qu'il y a au Congo sont tenues par les gens d'Oyo, les Ominga et autres, mais il n'y a pas Oyo. Nkaï est mieux qu'Oyo. Nkaï est mieux qu'Oyo. Il n'y a rien à Oyo. Petit dépôt de carburant, je ne sais pas s'il est toujours fourni. Il n'y a rien à Oyo. Salut mon grand frère Alain. Je parlais du vieux, la paix à son âme. Voilà. Ça c'est mon grand frère Alain Niki. Fils de quelqu'un qui était un grand homme d'affaires à Pointe-Noire, sans association aux hommes politiques. Rien. Qui est parti, qui a légué ses biens à sa famille, à ses enfants. Alain, c'est un grand frère, c'est un aîné. On était à Cuba avec lui. L'argent qu'ils ont eu, ce n'était pas l'argent du politique. L'argent que Ntiété a eu, ce n'était pas l'argent du politique. L'argent de, j'ai cité les noms, Ebina, ce n'était pas l'argent du politique. L'argent de Ntiété, ce n'était pas l'argent politique. Mbouye Georges, ce n'était pas l'argent du politique. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les hommes, les opérateurs économiques. Parce que les marchés, on donne désormais aux étrangers. Toute l'activité économique est aux mains des étrangers. On ne dit pas que les étrangers sont mauvais. On ne dit pas que les étrangers doivent partir. Non. Mais il faut, quand il y a un pouvoir, il faut créer un centre. Je ne dirais pas un centre d'affaires, mais je dirais qu'il faut créer un patronat. Voilà. Ça, c'est le terme qui convient. Il faut que les Congolais aient des unités de production. Comme partout, quand vous allez en France, les principaux patrons sont français. Vous allez en Belgique, vous allez au Qatar, les principaux patrons sont les gens de ce pays-là. Or, chez nous, le patronat est étranger. Ils gèrent le capital. Ils gèrent même le pouvoir. Parce que qui a de l'argent gère le politique. Comme on voit aux États-Unis, où le lobby juif, parce qu'il est très important, il domine sur le politique. Que ce soit les républicains, que ce soit les démocrates. Nous avons laissé tout cela aux mains des étrangers. Donc nous ne contrôlons rien. Alors que nous pouvons faire beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure de l'agriculture, des affaires que nous pouvons faire dans notre propre pays, des stratégies que nous pouvions bâtir dans le cadre du développement de l'agriculture, de l'industrie, dans l'arrière-pays, pour faire en sorte que le développement du pays soit harmonieux, et soit équitable, qu'il ne soit pas perçu que bon, voilà, il y a plus d'argent au sud qu'au nord, ou à l'est qu'à l'ouest, ou qu'il y ait plus de gens qui soient favorisés d'ici ou de l'autre côté. Non, il faut qu'on développe le pays tout entier. Et parce que je parle du développement, et parce que je parle de l'économie, je voudrais maintenant vous parler de la SNPC. Et je souhaite que Charlem développe ce sujet aussi sur la SNPC. C'est quoi la SNPC? La SNPC est née des centres de l'Hydro-Congo. Parce que c'est le président Lissouba qui crée la SNPC. Dans sa volonté d'améliorer cette structure, de faire en sorte qu'elle devienne compétitive, qu'elle soit une grande société. Je me suis permis d'aller regarder un peu au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, des sociétés de production du pétrole de ces pays. Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Chez nous, la SNPC est une institution ou une société inutile. Je dis bien que la SNPC est inutile. Dites-le que c'est moi qui ai dit, Dieu de Nengoba. J'assume. La SNPC est une société inutile au Congo-Brazzaville. Parce que quand je regarde ce que les autres font, au Venezuela, au Qatar, aux Émirats,
La Société nationale du pétrole, d'abord, elle a plusieurs divisions. Je sais que la SNPC aussi a certainement des divisions. Mais dans chacune de ces divisions qui font la société, il y a une bonne emprise nationale. C'est-à-dire, parce que quand vous voyez le partage de production de pétrole, quand on parle de partage de production de pétrole, pourquoi Total ou Eni prend toujours les plus grandes parties? Pourtant, c'est notre pétrole. Parce que le Congo ne participe pas. Et ça, c'est ce que devait faire la SNPC. Le Congo ne participe pas dans la recherche. Aucun instrument, aucune capacité à faire la recherche. Or, qui fait les recherches fait des découvertes potentiellement. Donc, chez nous, quand c'est Total qui fait les recherches et c'est Total qui fait la découverte, ben, il va de soi qu'il soit d'abord celui qui doit comment j'allais dire, exploiter le gisement. Parce que c'est eux qui l'ont découvert. Voilà où les problèmes commencent avec les accords. Quand les Souba a ramené la part du Congo à 34%, c'était difficile, on lui a fait un coup d'État. À cause de ça. Parce que les Français ne voulaient pas perdre. Or, nous, c'est parce que nous avons une société comme la SNPC, à l'époque c'était Idioto, qui ne foutait absolument rien. Je ne dis pas que nous n'avons pas de cadre. Je ne dis pas que nos cadres pétroliers ne servent à rien. Mais nous n'avons jamais mis des moyens pour que cette structure soit performante. Je vous ai dit que la recherche et la découverte, elle est faite par les autres. C'est Eni et c'est Total, pas la SNPC. Nous allons à l'exploitation. On a trouvé un gisement. Voilà, on estime la capacité de production au nombre d'années, 300 000 barils, et ainsi de suite. Qui exploite? C'est Total, c'est Eni qui fait des forages, parce que nous n'avons pas une société nationale, une société congolaise qui fasse le forage. Donc, c'est une société qui fait la sous-traitance, une société étrangère. Parce que nous, la SNPC est incapable d'avoir des acteurs nationaux, locaux, qui fassent l'extraction du pétrole. Voilà pourquoi les autres demandent plus de 80% et ils veulent nous donner 10%. Vous avez, après, le transport, la commercialisation, le stockage. Et à ce niveau aussi, la SNPC joue un rôle marginal. Le raffinage, le rôle du Congo est aussi marginal. La distribution, le quatrième volet, la distribution. Ce n'est pas aussi le Congo qui fait. C'est les autres qui vendent. C'est les autres qui trouvent des clients, des acheteurs. Voilà pourquoi je dis que la SNPC est une société inutile au Congo-Brazzaville. On peut dissoudre la SNPC. On peut dissoudre la SNPC. Et on ne va rien ressentir. Qui nous donne l'argent? Vous donne l'argent, c'est Total et Eni qui font la prospection, la recherche, les découvertes, l'exploitation. Donc les forages et l'extraction du pétrole, la commercialisation, le stockage, le raffinage. Et nous ne faisons pas zéro. Nous, c'est parce que le pétrole est sur notre territoire qu'on nous donne un petit pourcentage. Et quand vous regardez les sociétés des autres, j'ai parlé du Venezuela qui produit du pétrole, j'ai parlé du Qatar, c'est sur Internet, messieurs amis. Vous allez aux Émirats Arabes Unis, les sociétés nationales du pétrole de ces pays gèrent la recherche, la prospection, les découvertes, peut-être en partenariat avec d'autres, mais ils sont présents.
l'exploitation, donc l'extraction, j'allais dire, du pétrole, est faite par une société nationale. Le stockage, le raffinage est fait au Qatar, il est fait en Arabie Saoudite, il est fait au Venezuela. Chez nous, nous avons une petite société comment vous appelez ça, de raffinage. Il va falloir augmenter la capacité de notre société de raffinage du pétrole. Parce que quand nous vendons le pétrole sous forme brute, on donne un prix comme ça de global. On dit, bon, le baril à $50, par exemple, $60. Mais vous savez que dans ce baril de pétrole, lorsque vous le raffinez, vous avez d'autres produits. Vous n'avez pas que du pétrole, vous n'avez pas que l'essence, vous n'avez pas que le gazole, le mazout ou la bitume. Surtout que le gaz, même le nôtre, il est torché. Alors on peut le prendre, le liquéfier et le vendre. Voilà les pertes. Voilà pourquoi nos gains en matière de pétrole sont marginaux. Parce que nous ne faisons pratiquement rien. On nous donne encore. C'est pratiquement de l'aumône qu'on nous donne sur notre propre produit. La SNPC est une société inutile au Congo-Brazzaville. Inutile. Elle ne sert pas le pays, elle ne fout absolument rien du tout. Il nous manque, à ces 4 divisions que j'ai citées, donc prospection, découverte, il y a exploitation, extraction, stockage, raffinage, commercialisation. Il faut chez nous, demain, si nous voulons réellement avoir le contrôle sur notre production de pétrole, nous devons avoir une division sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est que les barges qui sont en notre mer doivent être contrôlées par les Congolais, surveillées par les Congolais. Les bateaux qui viennent s'accoster en mer pour prendre du brut doivent être contrôlés par les Congolais. Parce que combien nous vendons? Aucun ingénieur congolais peut vous dire le chiffre du baril que le Congo produit par jour. Ce chiffre nous est donné par les sociétés qui exploitent. Est-ce que c'est dans leur intérêt de nous donner des chiffres exacts? Non. Ils ne peuvent pas nous donner des chiffres exacts. Parce que nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'intelligence, nous n'avons pas de capacité de savoir. Ils profitent. Peut-être que le Congo produit même 2 millions de barils par jour. Qui sait? Mais à nous, on nous dit, bon, vous produisez 300 000. Nous n'avons aucune capacité. Parce qu'on n'a pas créé depuis tout ce temps-là des capacités à contrôler tout cela. D'où je parlais de la division sécurité au sein de la SNPC. Le Congo pouvait aujourd'hui acheter des bateaux, des frégates, mettre en haute mer pour surveiller l'exploitation. Les bateaux qui viennent s'accoster pour prendre notre brut, nous devons savoir ces bateaux viennent d'où, leur tanker, c'est combien de capacité, d'où la provenance de ces bateaux et la destination. Un bateau qui vient, il a quelle capacité? Nos ingénieurs doivent contrôler cela. Ah, la capacité, par exemple, de ce tanker, c'est tant de litres. Nous devons le savoir. Le bateau là vient d'où? De quel pays? Nous devons le savoir. Nous devons contrôler l'équipage de ce bateau. Et la destination, nous devons savoir. C'est ça qui fait la sécurité. Or, nous n'avons pas de structure de sécurité en notre mer. Mais on peut venir nous saboter le pétrole au Congo. Si demain nous avons des problèmes avec Total, on peut saboter notre pétrole. C'est-à-dire qu'ils arrêtent les opérations, ils font partir tout le personnel et on fait saccager les barges du pétrole. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est comme ce qui s'est passé à Chitoli, à Hall, là où nous avions la potasse. Ce sont les Français qui ont fait couler cette société de potasse. Parce que Ngouabi s'était chamaillé avec l'ambassadeur de France, ou je ne sais pas, une autorité française, bon voilà. On nous a fait couler cette mine de potasse. Les Français peuvent le faire aux ailes de pétrole. Donc il est grand temps que la SNPC incorpore dans son organigramme, dans sa façon de fonctionner,
une division sécuritaire. Déjà, le Qatar, les Émirats, parce que ce sont les pays que j'ai pris comme exemple, le Venezuela, ils n'exportent pas le brut. Il faut créer des capacités de stockage. Or, Angeno, là où nous faisons un peu de stockage, c'est contrôlé par la France. Donc, par la France, par Total. Il y a même des coins dans cette zone, on a vu sur les documentaires, où aucun cadre congolais n'a accès. C'est-à-dire que là où les bateaux viennent s'accoster pour pomper le pétrole, là, aucun Congolais n'a accès à cet endroit. Or là, c'est là que devait intervenir la division sécurité au sein de la SNPC. Là, il devait y avoir des agents de sécurité, des ingénieurs qui devaient déterminer combien on a pompé dans ce bateau, dans ce conteneur. Voilà donc les 5 grandes divisions que nous devons créer demain quand on aura dissous cette SNPC, qui est un machin, une société inutile au Congo-Brazzaville. Demain, nous mettons une société de pétrole. On peut l'appeler SNPC, on peut l'appeler Idoko, on peut donner n'importe quel nom. Là n'est pas le problème. Le problème est que nous devons avoir au sein de cette société du pétrole des gens, des ingénieurs, des gens qui soient capables de faire de la recherche du pétrole. Même par voie de satellite. Il faut que nous ayons la capacité de faire la recherche, la prospection et la découverte. En ce moment, quand nous arriverons à faire cela, à contrôler toutes ces étapes de l'activité pétrolière, nous serons en position de force pour dire à Total, à Eni ou à n'importe quel autre opérateur que nous vous donnerons vos machines que nous avons louées, que nous avons peut-être achetées. Nous vous donnerons 10% ou 15%. Le reste d'argent reviendra au Congo. Ce n'est que comme ça qu'on peut gagner. Tant que dans toutes ces divisions de l'activité pétrolière, c'est la partie adverse, c'est la partie étrangère qui gère, qui commande, nous n'aurons jamais grand-chose. Et nous ne saurons jamais combien est-ce que nous produisons du pétrole dans notre pays. Et c'est ça le grand mal. Demain, le pétrole va carrier. Demain, le pétrole va peut-être disparaître. Demain, le pétrole ne sera pas utile parce que maintenant, il y a des voitures qu'on utilise avec de l'électricité. Il y a des voitures qu'on peut utiliser aujourd'hui avec du gaz. On parlait du bioéthanol tout à l'heure, donc des biocarburants. Il y a des voitures qui fonctionnent avec des biocarburants. Demain, peut-être, il y aura des voitures qui vont fonctionner avec l'énergie solaire. Donc, sur le dessus de la voiture, il y a plus de plaques solaires transformées et tout ça, qui produit l'énergie et qui permet à la voiture de rouler. Et qu'est-ce que deviendra le pétrole de Pointe-Noire? De l'eau inutile. Ça deviendra un liquide inutile. Donc, il faut y penser. Il faut maximiser maintenant. Demain, parmi les grands enjeux de notre économie demain, sera la restructuration de la SNPC. Et si je suis dans l'équipe des gens qui vont diriger le groupe demain, j'exigerai que, sous sa forme actuelle, que la SNPC soit complètement rayée. La SNPC, telle qu'elle existe présentement, c'est une société qui est à refaire. Il nous faudra trouver des gens, il faut former des gens. Et nous avons des ingénieurs. Nous avons des cadres, mais il faut leur mettre en capacité de faire leur travail. C'est comme moi, je suis médecin. Si vous me mettez dans un hôpital où il n'y a pas de machine, de seringue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de bistouri, il n'y a pas de draps, il n'y a pas d'équipement, je ne peux rien faire. Même si je suis médecin. Je n'ai pas de médicaments, je n'ai pas de quoi badigeonner, je ne peux pas panser une plaie, je n'ai pas de pansement, il n'y a rien du tout. Je deviens inutile dans un hôpital. Je ferai du blablabla, je peux peut-être ausculter, tout ça. Mais même le sculpter, si je n'ai pas de stéthoscope, je ne pourrais même pas aussi le sculpter. Donc c'est ça ce que nous devons faire aussi au niveau de la SNPC. Mettre les gens compétents
Non, on ne peut pas faire un recrutement tribal pour dire, bon, cette société ne doit être gérée que par des gens qui viennent d'une certaine localité du Congo. Déjà, ça, il faut bannir. Parce que les gens qui viennent d'une certaine localité du Congo, là aussi, ne sont pas les plus intelligents. Nous étions à l'école avec ces gens-là aussi. On connaît qui était bon, qui était idiot. Voilà. Donc, le recrutement à la SNPC demain, quand il sera restructuré, ça doit se faire dans la transparence. Il faudra prendre les meilleurs des Congolais qui ont fait des études dans ce domaine du pétrole. Il faudrait que nous soyons en capacité, dans le secteur de la recherche, la prospection, la découverte des gisements de pétrole. Deuxième division, il faudrait que nous ayons des compagnies nationales, pas une, plusieurs, qui soient capables d'aller faire du forage, extraire le pétrole. Mettre en place des pipelines qui vont transporter ce pétrole de la barge, en haute mer, en offshore, jusqu'au point de stockage. Ça peut être le point de stockage de Njeno, que nous pouvons faire un grand centre de stockage, géré et contrôlé par le Congo, pas par la France ou par Total, comme c'est le cas aujourd'hui. La commercialisation sur le plan national, parce qu'il y a des fois, il nous manque même de gasoil chez nous dans notre pays. Il nous manque de l'essence dans notre pays. Parce que nous n'avons pas de capacité de raffiner, pas de capacité de stocker. Et tout est volé. Avec la complicité, évidemment, des gens de petite moralité comme des gens qui sont là. Les Ominga et les autres. Et les Ngokana. On nous vole notre pétrole. Et ceux qui obtiennent un petit gain, il n'y a rien du tout. Ominga ne pèse pas. Ngokana ne pèse pas. Si vous prenez aujourd'hui les pétroliers du monde, Ngokana et Ominga et les Christiens ne pèsent pas devant les Émiratis, devant les gens du Venezuela, devant les Qataris. Ils ne pèsent pas. Donc, demain, il faudrait que nous créions un grand dépôt, un grand centre de stockage de carbone. Chez nous au pays. Le brut. Le brut devra être transformé chez nous, au Congo-Brazzaville. Ceux qui viendront acheter, si c'est le pétrole, ils achètent le pétrole. Si c'est du gazoil, ils viennent, ils prennent du gazoil seulement. Pas le brut. Vous prenez le gazoil. Ah, vous voulez acheter la bitume, vous achetez la bitume. Vous voulez le pétrole, vous voulez le gasoil, vous voulez l'essence, on vendra en détail ces différents produits. Mais ils seront transformés sur place. Transformés sur place, raffinés sur place, augmenter les capacités de raffinage, c'est créer beaucoup d'emplois pour les Congolais. À Njeno ou ailleurs, si on trouvera notre site, ça employera beaucoup de Congolais. Il n'y aura même plus de problème de bébés noirs. Personne ne voudra aller dans votre armée de mer. Personne. Quand on aura créé des usines de transformation, quand on aura réellement mis des moyens à la disposition des Congolais pour aller entreprendre à l'intérieur du pays, qui voudra aller dans l'armée? Qui voudra aller dans l'armée? Déjà dans les années 60, dans les années 70, début des années 80, ne partaient dans l'armée que des gens qui étaient idiots. Sauf ceux qui partaient à l'école, l'académie militaire. Hein. Excusez-moi, monsieur Chalin Bélika, parce qu'il faut différencier ceux qui partaient à l'académie, à l'école de cadet, et ceux qu'on recrutait comme ça pour envoyer à Mbunda ou je sais comment là pour aller faire le soldat. Les plus bêtes, c'est ceux qui partaient à Mbunda là. On envoyait à Delizy, je sais pas, ils avaient des camps à Makola et puis voilà, ils partaient faire des petits soldats. Mais les Charlins, par exemple, c'est des gens qui faisaient donc le collège, le lycée, donc la formation militaire réelle, dans l'école militaire. Il faut différencier ceux qui ont fait l'école militaire. Mais ceux qu'on a pris comme des soldats comme ça, là, les Mamadou ou les casques bleus, là, ceux-là, les plus bêtes à l'école partaient dans l'armée. Les plus bêtes. Donc quand je vois aujourd'hui l'élite militaire de notre pays est constituée justement des gens qui étaient les plus bêtes qui partaient dans l'armée. Et parce qu'ils ont vieilli là, ils sont là chefs.
militaires. Parce que vous n'avez qu'à les entendre parler. Quand vous écoutez un Nyangambwala, vous sentez que ce n'est pas quelqu'un qui est instruit. Quand vous écoutez Dabira, vous sentez que c'est quelqu'un qu'on a fabriqué. Mais par contre, il y a ceux qui ont fait l'école militaire. Les AET, comme le Chanel Bilika, salut, respect à toi. Ceux-là, vous sentez même le discours est différent. Vous avez senti aujourd'hui même, quand Chanel va faire son direct, vous sentez, il y a la matière, il y a l'intelligence, il y a la cohérence dans le discours. Mais dites à Nyangambwala de faire un direct comme fait Charlène Bilika, je crois que vous allez tellement très fort. Désignez un papa. Les plus mauvais, les plus idiots dans notre société à l'époque partaient dans l'armée. Et ce sont ceux-là, parce qu'ils sont restés longtemps, ils ont survécu à l'épreuve du temps, ils sont là, ils sont colonels aujourd'hui, généraux, je sais pas de quelle division. Mais il y en a d'autres qui ont fait d'autres filières, ceux qui sont passés par l'académie militaire, ceux qui sont passés par toute l'école de cadets, ceux-là, c'est le groupe de Charlène, c'est des gens instruits, oui. C'est des vrais militaires, des gens qui ont fait donc l'école militaire. Ils peuvent tenir un discours, ils peuvent écrire, ils peuvent parler, et tout ça. Comme les Mokoko, qui ont fait donc l'école militaire correcte. Les Yombi à l'époque, et puis. Mais il y en a d'autres, quand je vois les Nyangambwala, quand je vois les Dabira, je vois les officiers du Nord, là. Et même du Sud, hein. Il y en a aussi au Sud. Hein. Qui sont vraiment des mamadous qu'on appelle, on les appelle les sacs à dos et un thème qu'on va utiliser. Alors même que ce sont les corps qui sont utilisés. Ah ben voilà. Voilà que la SNPC aujourd'hui est gérée par des gens qui ne sont pas compétents du tout. Qui n'ont pas de vision non plus. Puisque même ils disent qu'ils n'ont pas de vision. Vous verrez comment ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de vision. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien entreprendre. Voilà. Donc, c'était ça. Le but de cette communication aujourd'hui, c'était pour dire, oh, l'amiral Okemba, oh, mais tu vois un peu, amiral Okemba. Okemba, dans une armée normale, dans un autre pays, il serait un matelot. Il a le niveau d'un matelot, Okemba Dominique. Okemba Dominique a le niveau d'un matelot. Dans une armée correcte, même matelot, bon, je crois qu'on serait peut-être un peu trop gentil de faire lui un matelot. Il n'y a rien. Le but de cette communication, c'était de dire aux Congolais, surtout aux jeunes Congolais, de garder espoir. Ça, c'est le premier message. De deux, ne pas toujours regarder la fonction publique comme étant l'issue de votre avenir. Ne pas toujours regarder l'armée comme étant l'issue de votre avenir, qu'il y a la possibilité d'entreprendre, même avec si peu, mais avec la volonté, vous pouvez aller quelque part. Voilà pourquoi j'ai cité les noms des gens qui n'avaient absolument rien du tout. J'ai parlé de Ebina, j'ai parlé de Tietie, j'ai parlé de Doucouré, j'ai parlé de Niki Niki, j'ai parlé de Mouyou Georges. Toutes ces personnes-là que nous avons grandi, connaissons ces gens comme étant des gens riches. Ils n'étaient ni acteurs politiques, ils n'étaient associés ni avec des hommes politiques. Les OCT Jeunesse et les autres. C'était des gens analphabètes pour la plupart d'ailleurs, mais qui savaient gérer. Chez nous, par exemple, à Sibiti, il y avait par exemple mon oncle Yobo. Yobo, c'est mon oncle paternel. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était mon oncle paternel. Donc le petit frère de mon père. Et voilà. Et ils avaient des bars à Sibiti, ils avaient des choses à Sibiti. Mais notre grand-père, Nzulanzimi, paix à son âme, qui est le papa de Yobo et le papa de mon père. Nzulanzimi, notre grand-père, il n'avait rien du tout. Nzulanzimi, au village à Mikakaya, il avait quoi? Il avait derrière le village, il y avait des plantations d'orangers, hein, des orangers. Il y avait quoi? Il avait le café. Et c'est comme ça que notre grand-père, il a élevé mon papa.
Michel, et puis les Yobo et tout ce monde-là et tout. Mais les Yobo ont commencé petits. Ils vendaient quoi? Le café. Ils vendaient quoi? Les oranges. Et c'est comme ça que Yobo est devenu ce qu'il est devenu. Il a laissé l'héritage, bon, les enfants, je ne sais pas, ce que les enfants, mes frères, là-bas, mes cousins et autres, je ne sais pas tous les enfants. Mais c'est pour dire que ceux qui étaient riches hier, c'est des gens qui n'avaient aucune alliance avec les hommes politiques, aucune relation. Ce n'est pas des gens non plus qui voulaient être militaires. Donc, la jeunesse congolaise, nous sommes au regret de constater qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, mais le chômage, aujourd'hui, si nous chassons le pouvoir, si nous renversons Sassou Nguesso, vous verrez que les choses vont changer. Parce que l'argent du Congo vous reviendra de plein droit. C'est avec cet argent que vous allez entreprendre. C'est avec cet argent que vous allez construire. C'est avec cet argent que vous allez vous émanciper. C'est avec cet argent que nous allons restructurer la SNPC. C'est avec cet argent que nous allons refaire un réseau ferroviaire dans le pays. Pas seulement la voie CFCO qui relie Pont-Noir à Brazzaville, mais créer un réseau ferroviaire pour notre pays. Créer un réseau routier pour notre pays. Créer de l'industrie dans l'arrière-pays, à Owando, à Bunji, à Makwa, à Evo, à Infondo, à Gamboma, partout, à Mayoko, partout. Il y aura des usines, des unités de production. Et vous aurez le travail. Et il y aura tellement de travail au Congo que nous allons revivre la situation des années 60, où des gens de l'Afrique équatoriale française venaient travailler chez nous. Il y avait des Tchadiens, il y avait des Sénégalais, d'ailleurs des Maliens, qui venaient travailler chez nous. Il y a des gens qui partaient de partout pour venir travailler chez nous. Le semblant de progrès qu'a connu le Rwanda aujourd'hui, nous, il nous faut 5 ans pour faire plus que le Rwanda. Parce que nous avons des hommes, nous avons de l'intelligence, nous avons des moyens pour le faire. Ce que nous devons faire, c'est juste faire partie de Sassou Nguesso. Quand Sassou sera parti, le Congo renouera avec le bonheur. Pardon. On trouvera la voie du bonheur, du salut, du développement. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous prie de suivre aussi le direct de Charles Bindika. Si ce n'est ce soir, c'est demain. Sur la situation de l'accident de Ornano. C'est un militaire et vous donnera plus d'informations. Sur ce, je vous dis excellent week-end à tous. Veuillez partager la vidéo. Merci beaucoup.